Je pense qu'il a infiniment raison, c'est-à-dire que l'autruche, ça marche pas dans une titane. Plus on a peur, plus on s'enferme, plus on s'isole. La famille, et la maladie va encore plus prendre le dessus. Donc, en général, c'est quand on dit bon, bah peut-être je l'ai ou je l'ai pas. On n'est pas obligé de faire le test puisqu'il y en a qui n'ont pas envie. Et c'est vraiment un choix personnel, mais il faut que le test, il serve à quelque chose. À quoi ça va servir? Ça va servir à mieux profiter de la vie, comme dit Thomas. Ça peut servir à faire des enfants en procréation médicalement assistée. Ça peut servir simplement à arrêter d'y penser, parce que justement, bah, on sait, on arrête de se poser des questions. Ça peut servir à se dire bon, bah, je vais aller voir le neurologue spécialisé ou le médecin spécialisé qui va m'aider, parce que du coup, lui, il sait et on sait de quoi on parle. Et on va appeler un chat, et ça va permettre d'avancer. Et il y a quelque chose, malheureusement, ou heureusement, là encore, qui est très vrai, c'est que on n'est pas à égalité face à la maladie. Moi, je vois des gens, genre, je crois que ma plus vieille patiente, maintenant, je la suis depuis 93, quand j'ai commencé à travailler sur la maladie de Huntington. Elle est toujours sur ses pattes. Elle vient encore à pied à Mont-d'Or. Elle prend son taxi. Et l'autre jour, on parlait ensemble et elle m'a dit... bah, docteur, j'aurais jamais imaginé qu'on aurait fait ce chemin-là ensemble. Et ben moi non plus, j'aurais pas imaginé qu'on faisait ce chemin ensemble. Et c'est ça qui est fantastique dans Huntington, c'est qu'on ne sait pas. C'est-à-dire qu'on sait qu'on a une maladie, mais on ne sait pas comment ça va évoluer, on ne sait pas comment ça va finir. Et là, je suis pas complètement d'accord avec toi. On ne sait pas comment ça va finir. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui vont mourir d'autres choses avant. Et puis, il peut y avoir de la recherche. Et puis, on ne sait pas. Demain, il y a un tsunami. On ne sait pas. Et c'est bien de ne pas savoir, justement. Alors, on sait ce qu'on risque, mais on risque d'autres choses. Et aussi des bonnes nouvelles. Donc, faut y aller, quoi. Alors, on a un certain nombre de questions à Monsieur Micou autour de sa présentation et du coordinateur. Il y a beaucoup de questions qui... est-ce que c'est une initiative régionale et quelque chose d'expérimental, ou est-ce que c'est un dispositif qui est sur tout le territoire? Et si oui, comment est-ce qu'on peut, à qui il faut s'adresser, à la MDPH, au SAMSA, pour trouver un coordinateur de parcours pour un malade de Huntington? Est-ce que vous m'entendez? Oui, on vous entend. Okay. Donc oui, c'est un dispositif expérimental. Voilà, enfin, on est en recherche de financement pérenne en fait, de la part de l'ARS. On leur a présenté le projet il y a quelques mois. Donc là, après, c'est vrai qu'avec toute la question de la crise sanitaire liée au Covid, disons qu'il y a d'autres enjeux en parallèle. Donc, pour l'instant, nous, on intervient vraiment qu'à titre expérimental. Du coup, sur la région Auvergne-Rhône-Alpes, c'est vrai on fonctionne sans notification particulière. Donc, on est contacté soit par les centres hospitaliers, soit par les établissements médico-sociaux, soit par les adhérents d'associations comme ici, à Huntington France. Voilà. Donc après, à ma connaissance, il n'y a pas de dispositif existant sur le territoire national, peut-être en Bretagne. Mais pour la question du déploiement, c'est sûr que ça serait super si chaque département ou chaque région ou chaque zone en France pouvait avoir une équipe spécifique, ressources, qui permettrait de relayer auprès des bons interlocuteurs sur un territoire donné. Ça serait top. Mais voilà, je ne peux pas trop vous en dire plus. Je n'ai pas connaissance de tout ça. Le professeur Bachot-Lévy souhaite intervenir. En fait, il y a plusieurs choses qui existent. Il y a effectivement ces expérimentations sur les parcours de soins, mais il y a quelque chose qui s'est développé dans Huntington, qui existe dans beaucoup de maladies, dans les centres experts Parkinson, dans les centres de ressources CEP, et qui commence à utiliser dans Huntington, c'est les infirmières de coordination de soins. Alors, on n'appelle pas ça de parcours de soins, mais c'est des coordinateurs de soins. On a à Mont-d'Or un médecin généraliste qui est remarquable, qui est coordonnateur de soins et qui fait du médico-social et qui synchronise beaucoup de choses. Et on s'appuie en général sur des SAMSA, comme l'a proposé Madame Choquet, c'est-à-dire ces structures qui vont permettre d'avoir des équipes multidisciplinaires qui vont agir au domicile. On peut s'appuyer sur le relais handicap. Le relais handicap, il y en a beaucoup. Il y en a dans certaines régions, mais d'autres pas. On a Cathy Weasley qui travaille beaucoup sur Huntington et qui est souvent référente pour nous dans les handicaps. Il y en a par région. C'est-à-dire qu'en fait, il n'y a pas un dispositif. Il y a une espèce de millefeuille, comme toujours en France, une superposition de dispositifs. Et un moyen de les connaître, c'est soit passer par les associations qui, en général, connaissent les dispositifs de la région, soit passer par les centres de référence et de compétences qui connaissent aussi les dispositifs de la région, mais pas tous, il y en a toujours de nouveaux. Et puis, il y a les filières qui en connaissent.
Et finalement, il y a aussi les assistantes sociales, c'est-à-dire que dans presque tous les centres de compétences et de référence, on a des assistantes sociales qui vont vous aider à identifier dans votre région et près de chez vous. Elle va se mettre en rapport avec l'assistante sociale locale s'il y en a une. Quelle est la structure qui correspond à votre besoin? Donc, ça peut être un petit peu à la carte. Chez un, ça va être un SAMSA. Chez l'autre, ça va être le Relais Handicap. Chez l'autre, ça va être le SCVS. Chez un troisième, ça va être les trois à la fois. Il y a aussi des structures privées qui existent, qui sont remboursées par la sécurité sociale. Et puis, c'est toujours limité par les revenus. Il y a des qui sont remarquables, qui peuvent faire du 24-24 à domicile et qui sont coordonnés. Donc, il y a énormément de dispositifs. Le parcours de soins, c'est un parcours du combattant. C'est vraiment ce que Thomas a dit. Pour nous aussi, c'est pareil, on passe notre temps à s'arracher les cheveux parce qu'il faut demander 15 fois la même chose, que le dossier est perdu, c'est pour ça qu'on vous demande de les photocopier, qu'il y a une feuille qui manque, qu'il y a une croix qui manque à tel endroit. Donc, on reconnaît 15 fois les mêmes choses et c'est une manière de ne pas répondre aux gens, de perdre les dossiers, donc c'est très efficace. Mais le fait c'est qu'on est assez patient et assez ténace, on est résilient et on fait aussi 15 dossiers par patient, 20 dossiers par patient. Et il ne faut pas hésiter, il ne faut pas lâcher et il faut trouver qu'est-ce qui correspond à votre région. Alors, il y a des régions qui sont plus ou moins équipées, mais quand il n'y a rien, il y a aussi quand même la mairie qui va distribuer des plateaux repas, il y a les sécu qui va voir l'assistance sociale. Donc, il y a plein de systèmes D. Et ce qui est difficile, en fait, c'est de s'y retrouver dans sa propre région. C'est-à-dire que moi, je connais ce qui se passe dans un certain nombre de régions, mais pas toutes. Et c'est pour ça qu'on essaye d'avoir une vision un petit peu globale en France, au travers des filières, au travers des associations et de faire remonter ces informations. Il y a beaucoup de possibilités, en fait, pas qu'une. Merci. Est-ce qu'on a récupéré Madame Choquet? Oui. Je l'ai aperçue, mais… Elle clignote, Madame Choquet. Ouais. Vous avez une question pour Sandrine? Oui, Sandrine, moi, comme toujours, j'adore la recherche fondamentale parce que c'est ça qui va nous permettre, à nous qui faisons de la recherche clinique, d'avancer. Est-ce que tu vois à l'horizon 5 ans des choses qui pourraient passer à la clinique? Est-ce que tu as des idées particulières sur le sujet? Je ne sais pas si tu m'entends, Sandrine. Voilà. Oui, je t'entends. Moi, je ne t'entends pas. Est-ce que vous m'entendez là maintenant? Tu dois parler, mais on ne t'entend pas. Apparemment, il y a marqué Sandrine Humbert a un problème de connexion. Non. Internet. Ah, ça y est, c'est bon. Tu m'entends là? C'est bon? Mais il n'y a pas que moi. Eh ben, de toute façon, vous avez mentionné la pridopidine qui est en cours. Donc, nous, je sais qu'au niveau recherche fondamentale, on est sollicité pour tester, pour continuer à tester dans nos modèles comment ça marche, ce genre. Par exemple, la pridopidine. De la même façon, mais c'est des projets qui sont confidentiels, mais c'est juste pour dire que c'est des projets qui sont en cours. De la même façon, on est toujours sollicité pour continuer à faire de la recherche fondamentale sur cette notion de est-ce qu'il faut baisser la bonne, la mauvaise Huntington, quand, à partir de quel moment au niveau de la maladie, etc., etc. Quand est-ce qu'il y aura plus d'effets délétères que bénéfiques, comment ne toucher que la mutante. Donc ça, c'est des choses sur lesquelles on continue activement à rechercher. Maintenant, il y a aussi des molécules comme, je ne sais pas si vous avez vu passer la publication, la ML348. J'ai vu qu'il y avait une question dessus aussi, je pose la question. C'est pour ça que j'en profite pour en parler. Donc, ML348, c'est une molécule qui fait partie de ces molécules qui rétablissent le transport intracellulaire qui est défectueux. Et là, on est en train de faire les tests de toxicité chez la souris. Ensuite, ça va mettre 1 an. On va mettre 1 an pour faire des tests de toxicité si c'est favorable chez la souris, chez les gros animaux. Et ça, c'est des molécules qui seront après testées en clinique. Voilà, et puis il y a d'autres choses qui sont confidentielles, mais disons qu'effectivement, il y a… Moi, je pense qu'en parallèle mais je pense que ton avis vaut aussi le coup d'être écouté, Anne-Catherine, en parallèle des approches de thérapie génique, il faut continuer une recherche active sur tout ce qui peut être pharmacologique. Alors moi, je suis infiniment d'accord avec ça, puisque je pense que l'avenir, ça va être… peut-être un bout de thérapie génique. Alors, ça dépend si, clairement, on est à CRISPR et qu'on coupe le gène. Mais même là, on aura des patients qui auront peut-être développé des symptômes et on ne sait pas s'il ne faudra pas les aider à récupérer et que CRISPR suffira ou pas, j'en sais rien.
Normalement, oui, chez des gens qui n'ont rien, mais chez des gens qui ont quelque chose, peut-être que les greffes reviendront sur le marché une fois qu'on aura réglé nos problèmes de rejet de greffe. Et c'est pour ça que les Anglais travaillent dessus. On a été contacté par CSGI Foundation pour continuer à travailler sur les greffes de neurones. Il y a tous les médicaments que vous développez, il y a la prise en charge, il y a l'environnement. Et il faut voir ça comme quelque chose de complètement complémentaire et pas exclusif. Il y a un très joli exemple actuellement qui est l'amyotrophie spinale progressive. Donc, c'est une maladie qui touche des enfants de 5 ans. Il y a des gènes des thérapies géniques et dont pranaplam qui sont utilisés dedans, mais en complément d'autres traitements de thérapie génique. Certains vont viser la transcription, d'autres la traduction, d'autres l'épissage, c'est-à-dire de toutes les étapes que je vous ai montrées. Et l'ensemble fait que des enfants qui marchaient plus, qui mouraient, ils marchent et ils deviennent adultes. Donc, c'est pas un détail. Et là, on n'a pas besoin de statistiques pour savoir que ça marche. Donc, c'est ça qu'on veut dans une Tintan et j'espère que c'est ça qu'on aura. Alors, on l'aura, ça c'est sûr, mais quand, je ne sais pas. Voilà. Merci. On va continuer. Donc, allez, Madame Choquet, vous nous entendez? Le micro. Il faut ouvrir le micro. Il faut ouvrir le micro. Vous n'avez toujours pas votre micro, il est barré. Il faut réapparaître le micro. Il y a une question qui revient assez souvent. Il y a un replay de cette webconférence qui va être proposée, donc vous pourrez revoir toutes les présentations qui ont été proposées cet après-midi. Ah, ça y est, voilà. C'est bon. Voilà. J'ai plusieurs questions sur l'aide à domicile et sur les masses. Oui. Est-ce qu'un SAMHSA est mobilisable s'il y a déjà un aidant familial à la maison ou est-ce qu'on va se voir reposer un refus? Non, bien sûr qu'un SAMHSA est mobilisable. Bien sûr. Après, dans le plan d'aide, le plan d'aide qui est proposé, effectivement, les équipes vont tenir compte de l'entourage. Mais alors, Thomas avait tout à fait raison de dire il faut se bagarrer. Mais il n'y a pas de raison. Il n'y a pas de raison parce qu'il y a un aidant à domicile. Je dirais que s'il y a un aidant à domicile, c'est ce qui permet de rester à domicile. Mais bien évidemment qu'on peut avoir un SAMHSA. Aussi pareil, dans ce même registre, il y a beaucoup de solutions. Donc, il y a des solutions de séjour de répit qui existent avec Hendaye, Berck. Mais dans ce cas-là, c'est le malade qui se déplace et parfois il peut être déstabilisé dans un nouvel environnement. Est-ce qu'il y a des notions on a appelé ça du balu-chômage, c'est-à-dire le malade reste à domicile, mais c'est l'aidant qui va se reposer ailleurs? Alors, en fait, ça commence à exister parce que le baluchonnage, c'est un modèle canadien au départ. Et en France, ça pose un problème en termes de droit du travail. C'est-à-dire que les gens qui viennent à votre domicile, ils vont rester pendant un certain nombre de jours. Et du coup, notre législation française, elle n'est pas très bonne sur ça. Donc, il y a des expérimentations en France sur ça. Pour le moment, il y en a peu. C'est très souhaité depuis de longue date par le secteur, mais on se heurte toujours pour le moment à ce problème-là. Donc, il y a effectivement quelques associations qui essayent de trouver des formules innovantes. C'est pas au point pour le moment, mais ça fait partie des pistes de recherche. Oui. On a des associations qui font du 24-24. C'est compliqué à trouver. Il y en a en région parisienne. En fait, c'est 2 personnes qui vont se relier sur la journée et une qui va intervenir sur la nuit. En général, c'est 21h30, 8h du matin. Comme en fait, il devait y avoir 3 personnes sur une seule journée. Et ces personnes-là, ensuite, vont pas faire toutes les nuits, mais vont faire 2 nuits ou 3 nuits par semaine. Bon, ça revient cher. C'est un vrai coût. Et là, pour le coup, le remboursement est peu élevé. Donc là, il y a vraiment un problème de revenus. Mais ça existe et c'est faisable. Mais alors, la question du baluchonnage, c'est vraiment la même personne qui reste pendant plusieurs jours et qui est la même et qui évite d'avoir cette succession de personnes. Mais effectivement, sinon les associations peuvent vous en envoyer plusieurs. Au MAS, tout le monde est conscient du peu de place pour le nombre de demandes.
Est-ce que vous pouvez quand même dire un petit peu comment se fait la sélection des dossiers, même si la liste d'attente est très longue? Quels conseils on peut donner aux familles qui cherchent un établissement d'accueil permanent? Ça, c'est une question difficile. Parce que, oui, alors je pense qu'une des principales choses qu'il faut faire, c'est effectivement s'inscrire rapidement, avoir un dossier ouvert. Et en particulier, ça a été évoqué à un moment donné, il y a des personnes qui ont des formes plus tardives. Et il y a la question des 60 ans en France, autant qu'on n'a pas 60 ans, on dépend de la MDPH et après on dépend de l'APA. Donc, si on a besoin de faire ces dossiers à une époque, vous voyez, mettons vers l'âge de 55 ans, il faut surtout le faire rapidement pour ouvrir des droits de la MDPH. Et comme information d'ailleurs, une fois que vous êtes dans le handicap, vous n'êtes pas obligé de basculer dans le domaine de l'APA. C'est-à-dire que vous n'avez pas obligation logiquement d'aller dans un établissement pour personnes âgées. Les établissements pour personnes handicapées peuvent vous garder parce qu'effectivement, l'accompagnement est quand même plus important. Donc ça, c'est une chose. Après, la question de la liste d'attente, je pense que ce qui est intéressant, c'est d'essayer de rencontrer les établissements. Évidemment, idéalement, c'est d'avoir un établissement au plus près de chez vous pour pouvoir maintenir les relations familiales le mieux possible. Beaucoup d'établissements, après, proposent des accueils de séjour temporaire. Et ça peut être une façon de rentrer, de s'habituer à l'établissement. Donc, accepter de passer des étapes par du temporaire peut vous aider aussi. Après, pour passer plus vite, je pense que malheureusement, il n'y a pas de solution. Il y a effectivement des listes d'attente et puis il faut solliciter, il faut appeler, il ne faut pas hésiter. Il faut réactiver peut-être souvent son dossier parce que oui, peut-être ça. Peut-être réactiver souvent parce que effectivement, les personnes s'inscrivent, mais par contre, si elles trouvent une place ailleurs, elles ne le disent pas toujours à l'établissement. Donc, vous pouvez vous rappeler et manifester régulièrement en sollicitant et en réactivant votre dossier. Oui, ce que je voulais ajouter, parce que j'ai entendu Thomas tout à l'heure dire, c'est très difficile au fur et à mesure qu'on a besoin des choses de les obtenir. En fait, le truc, c'est de les demander avant. C'est-à-dire qu'il faut anticiper. Le maître mot, c'est anticiper. Alors, par exemple, moi, je me construis une douche italienne pour quand je pourrais pas marcher. Voilà. Et si ça se trouve, je pourrais toujours marcher, tout simplement. Vous allez faire un dossier MDPH 10 ans avant. Et on va faire le dossier. Ça sert strictement à rien. Mais on sait qu'on a commencé à faire le dossier et puis que ça permet simplement de mettre un pied dans la porte. En gros, en général, on va demander une carte d'invalidité mobilité que les gens vont avoir ou pas, mais comme le dossier sera perdu 2 fois entre les deux, que ça va prendre 1 an, bon, on aura déjà notre petite carte qui sert à quelque chose. Et puis, quand il y a besoin d'une masse, on sait que le délai moyen d'attente, c'est entre 2 et 3 ans. Donc, il faut quand même dire le chiffre, c'est entre 2 et 3 ans. Donc, il faut en parler avec les gens quand ils vont bien. On fait des dossiers. Et puis, si jamais c'est pas le bon moment, on n'y va pas. Tout simplement, on n'est pas obligé d'aller quelque part alors qu'on a fait une demande. On peut dire, non, je suis pas prêt là, je me sens pas capable. Je préfère venir juste une journée ou juste une semaine. Donc, faire les choses à l'avance et demander à votre neurologue ou à votre médecin de faire 10 dossiers qui vont servir à rien, c'est pas grave. On a battu le record avec un patient avec 140 dossiers. Donc, je peux vous dire, c'est beaucoup. Mais là, on a eu vraiment du mal à lui trouver une place. Mais la réalité, c'est que plus on s'y prend tôt, plus les gens sont familiarisés, plus ils sont connus par un établissement, même juste pour aller dire bonjour, plus il y a de chances d'avoir une place vite. Il y a plusieurs questions qui reviennent, qui tournent autour de quelque chose que l'on connaît tous en tant qu'aidant, c'est que parfois le malade est dans le déni et refuse une aide, refuse un traitement, refuse d'aller en établissement. Donc, c'est une question pour Madame Choquet. Pour un séjour en masse, il faut l'accord du patient. Et donc, quand on a des patients qui disent non à tout, c'est difficile. Donc, comment on peut préparer
et l'aidant et le patient à accepter un séjour permanent ou temporaire dans un établissement? Quel conseil donner? Effectivement, L'acceptation du malade, elle est obligatoire. oui, on est d'accord sur ça. Mais effectivement, je pense qu'il faut que ce soit progressif et je rejoins tout à fait Madame Bachoulévi, c'est que plus on s'y prépare, plus on s'y prend tôt, mieux c'est. Et faire une visite, aller visiter des établissements, ça permet de se familiariser petit à petit avec des entourages d'établissements. Ça peut être violent. La première fois qu'on va dans des établissements, on n'y est pas habitué, c'est un monde à part. Et on a besoin aussi, je pense que les personnes ont besoin de visualiser ce qui s'y passe. Parce que des fois, d'ailleurs, ça peut être, il peut y avoir une image qui ne correspond pas à la réalité. Donc, c'est important d'aller visiter. Il y a certains établissements où on peut vous proposer de venir sur une journée, de venir partager un repas, un goûter. Ça se fait. C'est des choses qui se font. Et puis après, il y a des séjours temporaires. Et souvent, c'est intéressant de passer par des courts séjours. Avant, ça peut être aussi de commencer par des séjours de répit. Alors effectivement, Hendaye est très connu, très coté. Tous les établissements n'ont pas autant d'activités et puis cette qualité qu'ils ont au bord de la mer, mais chaque établissement essaye de développer des activités intéressantes et passer par des petits séjours peut permettre de s'habituer progressivement et d'apprécier la vie et en tout cas de moins craindre, moins redouter ce passage en établissement. Une clé aussi en parlant, c'est faire rentrer des gens dans la maison. C'est-à-dire pour qu'on admette l'idée de l'aide, ça peut être déjà une aide à l'extérieur, mais ça peut être une aide à l'intérieur. Ça peut être juste pour accompagner le patient, pour l'emmener marcher, ou pour aller faire des courses, ou pour l'emmener au cinéma, ou n'importe quoi. C'est-à-dire n'importe quoi qui lui fasse plaisir. En fait, il faut que les gens ils gagnent quelque chose. C'est toujours la même chose. Si on propose quelque chose au patient qui lui déplaise, bah, ça ne va jamais marcher. Si on lui propose quelque chose qui lui plaît et qu'il aurait bien aimé faire, et qu'on l'aide pour quelque chose qui lui ferait plaisir, ben là, on a une petite chance de l'intéresser. Et puis, on n'a pas besoin que ce soit tous les jours. On peut commencer à toute petite dose pour que la personne s'habitue progressivement à l'idée que bah, peut-être c'est pas si mal finalement. Et il faut y aller un petit peu. J'ai une question qui s'adresse un peu à tout le monde, là, à tous les intervenants, mais qui est certainement, qui s'adresse peut-être aussi aux associations. On connaît la maladie de Huntington, mais pas partout en France. On a l'impression ici en région parisienne, peut-être parce qu'on a la chance d'interagir avec Mondor, d'être entre guillemets bien servi. Mais je vois qu'il y a des questions comme du style le centre de référence est à plus de 200 km de chez ma maman, le SAMSA à plus de 60 km. Mon médecin traitant connaît très peu la maladie. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire pour mieux faire connaître la maladie de Huntington dans toutes les régions? Je ne sais pas qui veut prendre la parole pour répondre à cette vaste question. À chaque fois qu'on a un patient qui a la maladie de Huntington et qu'on se rend compte que le médecin traitant n'y connaît rien, parce que ça arrive, ou que même la famille n'y connaît rien parce que c'est le premier cas de la famille, on propose toujours maintenant de donner des documents. Et on envoie par exemple le livre Huntington et alors, et on leur propose de nous appeler. C'est-à-dire que, en fait, il faut pas hésiter si le centre de référence est loin, ce qui arrive quand même très souvent, hein, ou le centre de compétences, c'est de dire très bien, bah, il va y avoir le médecin local et le médecin du centre qui va accepter de répondre aux questions du médecin local. Donc maintenant, on fait, en plus avec la téléconsultation, maintenant on fait souvent des consultations à 3. Le médecin qui est sur place, nous, et puis le patient. Et le patient, il gagne parce que le médecin s'est rassuré et puis du coup, il a moins peur aussi de la maladie. Ils ont peur parfois, il n'y a pas que les patients. Et donc, du coup, on va rassurer tout le monde et ça permet d'avoir un point. Et plus ils vont connaître, et bien meilleurs ils sont. Donc, il faut leur donner des informations, il faut être à côté d'eux. Puis, il y a, Madame Guéral en parlait tout à l'heure, c'est les protocoles nationaux de diagnostic et de soins. Pour l'instant, ils sont disponibles sur le site de la HAS et j'espère que bientôt, ils seront disponibles sur le site de l'association Huntington. Ils le sont sur le nôtre, même si le nôtre est revêtu. On va en finir un cette année. Donc, un protocole national de diagnostic et de soins, c'est quoi? C'est la liste de tout ce qu'on sait et de tout ce que pensent les experts quand il n'y a pas d'essai thérapeutique pour dire voilà comment on va s'y prendre. Donc, c'est par exemple
je peux pas dormir ou je suis très énervé, quels sont les médicaments qu'il faut prendre. Alors le médecin va avoir dans telle circonstance, il vaut mieux prendre X, dans telle autre circonstance, il faut mieux prendre Z, et puis il faut pas dépasser telle dose. Donc il va y avoir plein de recommandations qui sont à disposition des professionnels et qui leur permettent de répondre à leurs questions. Donc il faut qu'ils connaissent ces outils. Et ces outils sont à votre libre disposition. Vous allez sur le site de la Haute Autorité de Santé, vous tapez Protocole national de diagnostic et de soins Huntington sur notre site et puis sur le site de la HF et vous le trouverez. Et c'est mis à jour tous les 5 ans à peu près pour expliquer justement comment on s'y prend et par quel bout on doit prendre les traitements. Est-ce que quelqu'un veut intervenir aussi sur ce sujet? Il y a une question qui est sous-jacente à ça aussi par rapport au MDPH. Il y a des MDPH qui connaissent parfaitement la maladie de Huntington. J'imagine que la MDPH du 94 connaît parfaitement la MDPH. Mais on nous remonte plusieurs fois, que dans certains départements, il y a des MDPH qui n'ont jamais entendu parler de la maladie de Huntington. Donc, comme l'a dit Thomas, je pense que ça fait aussi partie de chacun d'apporter de l'information à ces MDPH, de commencer très tôt les démarches, d'ouvrir des dossiers au niveau d'une MDPH, leur faire connaître la maladie. On a des supports d'information que l'on peut donner. Ça commence aussi à ce niveau-là, parce qu'il y a effectivement une grande disparité au niveau des MDPH dans le traitement des malades de Huntington. Alors, si je peux intervenir, je pense que dans ce cas-là, si on est dans le cas d'une… Mais également… Vous m'entendez ? Que parfois, dans les séjours, dans les soins à domicile, il y a des aidants qui ne sont pas faciles par rapport au personnel qui vient pour prendre en charge le malade. Et donc, la question, c'est comment convaincre un aidant à lâcher un petit peu au moment où le malade est pris en charge. Certainement, il y a un manque de confiance de l'aidant dans les personnels qui viennent apporter du soutien à la personne malade. Donc, comment on peut convaincre un aidant à lâcher un petit peu dans la prise en charge à domicile? Je ne sais pas si quelqu'un peut répondre à cette question. Monsieur Micou, peut-être. Ouais, c'est une question qui est pas évidente. Je pense qu'il n'y a pas de solution miracle là non plus. Hein. C'est-à-dire que pour que ça puisse fonctionner, il faut à tout prix une notion de confiance. Et la confiance, on voit bien dans les relations humaines, c'est quelque chose qui s'acquiert avec du temps et par des petites choses. Et voilà. Je pense à travers quelques actions un peu concrètes et en y allant petit à petit, comme pour tout, que la confiance se crée et que derrière, il y a peut-être un peu de lâcher prise chez l'aidant qui fait confiance à l'intervenant. Alors, est-ce que je peux… Oui, allez-y. Allez-y, Madame Choquet. Oui, si je peux compléter, je pense que il y a souvent des temps de crispation entre les professionnels et les familles. C'est des problèmes qui arrivent fréquemment, que ce soit avec les services d'aide à domicile ou avec les établissements. Évidemment, je pense que le meilleur moyen pour le résoudre, c'est le dialogue. Moi, je peux témoigner en tout cas qu'au niveau de la masse, forcément, on a eu des moments… Aïe. Ils ont eu des moments difficiles. Au niveau technique aussi, on a eu des moments difficiles. Mais on les surmonte, Je profite de ce petit incident pour… bien évidemment, on n'aura pas répondu à toutes les questions. Il y a aussi des questions qui étaient très personnelles ou sur la prise de soins. On va essayer de garder toutes les questions qui ont été posées et on va essayer d'y répondre a posteriori. Oui, vous avez aussi les rencontres de la HF où vous pouvez vous connecter et puis poser toutes les questions que vous voulez.
Donc, on va essayer de ne pas laisser de personnes sans réponse. Peut-être pas immédiatement, mais on s'engage à essayer de répondre à un maximum de questions. Est-ce que vous voulez, avant qu'on c'est bientôt l'heure d'arrêter, il est bientôt 17h. Est-ce que vous voulez donner une petite phrase de conclusion après Je sais pas, déjà, je vais vous remercier de nous avoir invités et remercier les autres intervenants et les gens qui ont participé à la technique pour que ça marche. Je pense que Huntington, j'ai toujours pensé que c'était une communauté formidable et on ne le dit jamais assez. Et je suis d'accord avec Thomas, il se passe des choses formidables aussi en France. Alors, on a des déceptions comme dans tout, il y a des hauts, il y a des bas. Mais de toute façon, la communauté Huntington, c'est une communauté battante. Et que ce soit du côté des professionnels ou du côté des chercheurs ou des patients ou de leurs aidants, je crois que tout le monde se bat ensemble et puis il faut mettre un peu de vie là-dedans parce que c'est ça qui compte. Tout ce qui est pris est pris. Donc, faut rien rater. Tout ce qu'on peut prendre, il faut le prendre. Toujours la même chose. Merci. Donc, moi, je vais conclure. Je remercie beaucoup Sandrine Humbert, Aline Choquet, même si elle n'est plus là, Monsieur Micou, Thomas et le professeur Bachou-Lévy. Je pense que ça a été l'après-midi très intéressant. Il y a eu pas mal de questions, il y a eu beaucoup d'informations. Il y a aussi encore beaucoup de questions et beaucoup d'espoir. Donc, voilà, n'hésitez pas à revenir vers nous si on n'a pas répondu à toutes vos attentes. Donc, il y aura un replay qui sera disponible. On ne sait pas encore sur quelle plateforme, mais on vous informera dès qu'il sera disponible. Et je pense que les présentations qui ont été faites aujourd'hui, vous pourrez les consulter sur le replay ou on va demander aussi aux intervenants s'ils sont d'accord si vous voulez revoir ces présentations. Mais merci à Christophe et David, donc à la technique. Ils n'ont pas chômé toute la journée. Vous ne pouvez pas imaginer en coulisses ce que ça représente au niveau du son, de l'image. Merci à Hélène qui est sur le pont depuis très longtemps pour l'organisation et le fonctionnement de cette journée. Donc, j'espère qu'il y aura d'autres webconférences. On peut peut-être terminer en disant un petit mot. On a parlé tout à l'heure s'il allait y avoir une journée nationale de la maladie de Huntington cette année. Donc, alors, je réenlève mon masque. Donc, c'est le 3 décembre. Alors, on a eu beaucoup de déboires, hein, vous le savez. On l'a programmé, c'était l'année dernière, au début du Covid. On a eu la grève générale. Après, on a eu le Covid. Après, on a réessayé. Puis, on s'est dit, bon, ça suffit. Il y a eu les journées aussi du réseau. Et là, on a décidé que le 3 décembre, qu'il pleuve, qu'il vente, on va le faire. Donc, soit ce sera en présentiel et ce serait le bonheur, hein, on serait très contents de se voir tous, en espérant que tout le monde sera vacciné. Soit ce sera comme aujourd'hui, avec des intervenants et du distanciel. Mais là, c'est le 3 décembre, c'est calé et on va commencer à battre le rappel auprès des intervenants parce que j'étais rappelée là à l'ordre par la chef parce qu'on avait fixé la date et pour l'instant, on n'a rien fait parce qu'on est tous un peu engloutis par le Covid et par les patients quand même, un peu. Mais donc, du coup, voilà. Donc, le 3 décembre, il y aura la journée nationale. Et puis, on a dit avec peut-être Roche, Madame Kerting a proposé peut-être qu'on vous fera une présentation avec Monsieur Issandou et moi-même. Alors, ça reste à confirmer. Hein, la balle est dans le camp de Roche, mais nous avons déjà accepté, Monsieur Issandou et moi-même, cette proposition. Lorsque nous aurons les résultats précis de pourquoi c'est arrêté et qu'est-ce que ça nous apprend. Alors, je pense que ça sera relativement bref, hein, et peut-être pas forcément un samedi. Mais l'idée, c'est que quand on aura du nouveau, on vous le dira, quoi. Voilà. Merci encore. Merci. Donc, il y avait plus de 250 personnes connectées au milieu de la présentation. Certaines ont perdu. Il y a eu quelques petits soucis parfois de son. Mais voilà, c'était une première. Donc, vivement la deuxième, le numéro 2. Donc, merci encore à tous les intervenants et à tous les participants. Merci. Merci, au revoir.